Bonjour les toqués du tic-tac. Alors là, aujourd'hui, je vais vous faire une petite émission. Vous allez être vert. Parce que j'ai choisi que des montres vertes. C'est la nouvelle tendance. Avant, les cadrans étaient noirs. Après, ils sont passés au bleu. On disait même que le blue is the new black. Et bien là, on va dire green is the new blue. Le vert, c'est le nouveau bleu. Toutes les manufactures sortent des modèles avec des montres vertes. Presque toutes. Et le plateau que je vous ai fait là, c'est juste le nec plus ultra de tout ce qui se fait en ce moment. Jugez plutôt. On a la Audemars Piguet Royal Oak, la Jumbo. On a la Nautilus Patek cadran vert olive dont tout le monde parle en ce moment. On a la Polo Piaget cadran vert. C'est bien simple, je crois qu'en France, il n'en reste qu'une. En tout cas, elle est sur le plateau. Et puis évidemment, les deux Rolex. Les Rolex fond vert, celle de l'année dernière et celle de cette année qui font beaucoup parler aussi. Et une petite cerise sur le gâteau, toujours pour le petit clin d'œil, à mon ami Romain Lannery. Enfin, une cerise sur le gâteau, on va plutôt dire un kiwi sur le gâteau, puisque évidemment, il s'agit d'une montre verte. Commençons par la Royal Oak Jumbo que j'ai dans les mains. Alors, à quoi on reconnaît que c'est une Jumbo? C'est très simple déjà. Le logo Audemars Piguet écrit est à midi et le AP est à 6 heures. C'est comme ça qu'on reconnaît les Jumbo. Alors cette Jumbo, elle est très lourde parce qu'en plus elle est en platine. Il faut savoir que le platine, c'est vraiment le nec plus ultra des matières horlogères. Parce que vous portez au poignet un métal plus précieux que l'or, mais sauf que c'est pas du tout show-off, puisque la majorité des personnes qui vont voir ça vont se dire que c'est de l'acier. Sauf ceux qui auront repéré, évidemment, le fond vert qu'il y a sur la Jumbo. Alors la Royal Oak, on va faire des émissions comme ça sur les icônes. Je sais que vous êtes beaucoup à m'en demander. La Royal Oak fera aussi partie de... C'est une montre iconique. Elle a été dessinée en 1971 par Gérald Genta, un génie du design. D'ailleurs, la Nautilus que je vous présente après, elle a aussi été dessinée par Gérald Genta. Deux petites légendes se disputent sur la forme de la montre. Certains disent que c'est les sabords justement d'un bateau qui s'appelait le Royal Oak. D'autres disent que Gérald Genta s'est inspiré du hublot qu'il y avait sur les scaphandriers à une certaine époque. L'histoire jugera. En tout cas, c'est une montre qui est le boîtier octogonal, très célèbre, avec les 8 vis. Et là, on est sur un modèle absolument extraordinaire. Donc extraordinaire pourquoi? Parce que déjà, le cadran a un dégradé vert qui part du vert clair au vert foncé, qui est vraiment de toute beauté. Et puis si on se rapproche de plus près, on peut voir que c'est la boîte et le bracelet qui est en platine, ce qu'on appelle platine 950. Elle a 39 mm de diamètre. Et le cadran fumé à motif soleillé est vraiment de toute beauté. Bon, la glace et le fond saphir sont évidemment traités anti-reflet pour que l'on puisse voir magnifiquement à la fois la profondeur de ce verre de cadran, mais aussi la beauté du calibre Audemars Piguet qui est à l'intérieur. Calibre de manufacture qui a quand même 40 heures de réserve de marche et dont la masse oscillante est en or 22 carats. On voit aussi sur le cadran que les index sont appliqués et que les aiguilles sont en or gris. Alors ce qui est amusant de voir, c'est que les index sont recouverts d'un produit luminescent et que la luminescence est évidemment verte pour être coordonnée avec le cadran. Alors cette montre est sublime. S'il faut lui trouver un petit défaut, toujours bien de trouver un petit défaut sur une montre parce que comme ça permet de mettre en valeur les qualités. Elle est étanche à 50 mètres. Je trouve ça un peu léger pour une montre sportive que d'être étanche à 50 mètres. Parce que vraiment 50 mètres, et je vous renvoie à l'émission sur l'étanchéité des montres, ça n'autorise pas tout. C'est peut-être un petit peu le petit défaut. Le deuxième défaut, diront certains, mais c'est normal parce que c'est une montre qui va être quand même produite à très peu d'exemplaires, c'est qu'elle n'est en vente que dans les boutiques Audemars Piguet, évidemment. Alors ce qui est amusant sur l'histoire de la Audemars Piguet, c'est de savoir qu'au départ, c'est pas une montre qui a eu du succès. Pourquoi? Parce que d'abord, elle était chère pour une montre de luxe, et en plus, c'est la première fois que cette montre de luxe était en acier. Donc autant dire que c'était un peu compliqué pour la vendre, et que peu de gens se précipitaient pour l'acheter. Ce qui est amusant, c'est qu'aujourd'hui, tout le monde la cherche, et que très peu de gens la trouvent. Donc ça, c'est un peu les paradoxes de l'histoire, et très souvent, d'ailleurs, le succès de la montre vient d'une personnalité. Au même titre que, par exemple, le chronographe Daytona de Rolex était boudé par la clientèle jusqu'au jour où Paul Newman l'a porté au poignet. Pareil pour la Monaco de Taguillère avec Steve McQueen et le film Le Mans. Là, ce qui a fait le succès de cette montre, c'est Agnelli, le patron de Fiat, qui l'a arboré au poignet et tout le monde s'est demandé mais qu'est-ce que c'est que cette montre que porte Agnelli? Et puis c'est comme ça qu'est partie un petit peu la folie de la Royal Oak. Ce qui est amusant aussi de savoir, c'est qu'elle était chère à l'époque, comme je disais, parce qu'elle coûtait de mémoire 3500 francs suisses, alors qu'à l'époque, une submarinaire de Rolex coûtait aux alentours de 1000 francs suisses. Donc vous voyez, elle était 3 fois plus chère qu'une submarinaire de Rolex. Donc c'est vous dire comme quoi elle a eu du mal à s'imposer. Et aujourd'hui, c'est un des best-sellers de chez Audemars Piguet. Donc c'est une montre magnifique. Et celle-ci en platine, alors franchement, le platine, c'est ce qu'il y a de plus beau. Vous trouverez évidemment toutes les caractéristiques techniques et les prix de toutes les montres que je présente sur le site MyWatchSite où on va faire un article consacré, évidemment, aux montres vertes. On ne va pas dire les montres écologiques, hein.
vert c'est la couleur du cadran. Parce que les montres écologiques c'est aussi très tendance, hein, avec les montres biosourcées, avec les bracelets en résidus de pommes, avec les montres 100% ou presque 100% recyclées. D'ailleurs ça mériterait un petit peu qu'on vérifie tout ça. Alors on va passer maintenant à l'autre montre, dessinée par Gérald Genta, évidemment, c'est la Nautilus. Et là aussi il y a une petite histoire à raconter. Alors voilà l'objet de convoitise, voilà l'objet de tous les désirs, c'est la fameuse Patek Nautilus, fond vert, vert olive comme ils disent, où l'on retrouve évidemment les caractéristiques rainures sur le cadran. Elle fait beaucoup parler d'elle parce que le modèle bleu que tout le monde cherchait et que personne ne trouvait, sauf les quelques rares chanceux qui avaient la possibilité d'en trouver une, neuve en boutique, c'est très rare, mais ce n'est pas si rare que ça de la trouver sur le second marché, de la trouver sur les sites spécialisés en vente de montres vintage ou d'occasion. La seule différence, c'est qu'il vous faut ajouter plusieurs dizaines de milliers d'euros pour l'avoir. Donc la référence 5711, qui est le nom officiel de Patek, se trouve maintenant en fond vert. Un fond vert qui d'ailleurs tire un peu sur le fond, ils disent vert olive, mais quand on l'a sous les yeux, il est vraiment très très profond. Ils disent d'ailleurs ce qui donne la profondeur et qui donne quelque chose d'assez joli. Ce qui est incroyable, c'est que quand on a demandé à Patek pourquoi est-ce que la bleue sortait de collection, Philippe Stern disait, il ne faut pas que ça soit une seule référence de montre dont tout le monde parle et que tout le monde cherche chez Patek, ça n'a pas de sens. Et c'est vrai que ça n'a pas de sens, parce qu'il ne faut pas oublier que Patek Philippe, c'est juste une manufacture qui est spécialisée dans les complications de très haute horlogerie et qui fait des calibres incroyables. Donc simplement faire la réputation d'une marque ou le côté je veux cette marque sur une 3 aiguilles en acier, c'était un peu contradictoire avec l'histoire de cette grande manufacture. Donc on comprenait cette décision. En revanche, on n'a pas compris pourquoi elle est sortie avec un fond vert. Maintenant on l'a compris. Force est de constater, expression journalistique très reprise, que c'est de toute beauté. Évidemment, comme je disais tout à l'heure en présentant la Audemars Piguet, c'est une montre qui a été dessinée par Gérald Genta, qui est très caractéristique. Elle reprend aussi, alors on va dire la forme d'un hublot de bateau, en tout cas c'est ce qui se dit. Je pense que Gérald Genta devait adorer les hublots de bateau, puisque sur la Royal Oak, c'est des sabords. Et puis surtout, le génie de l'équilibre de cette montre, c'est de voir les deux renflements qui sont sur les côtés. Parce qu'il y a un renflement qui vient protéger la couronne, et comme ce renflement déséquilibre le design général de la boîte, eh ben, il a eu l'idée de mettre un deuxième renflement juste esthétique sur la gauche, et c'est ça qui donne à la fois l'esprit, le caractère et le style de la Nautilus de Patek Philippe. Ce qui fait aussi vraiment la qualité de cette montre, c'est les alternances en acier de toutes les surfaces qui sont polies et satinées, qui demandent plus de 50 opérations manuelles pour arriver à cette finition. Évidemment, à l'arrière, on a un calibre de toute beauté, avec une masse oscillante également en or. Et d'ailleurs, on va rentrer un peu plus dans le détail pour vous donner quelques caractéristiques techniques. Alors, au sein de ce boîtier de 40 mm, un calibre à remontage automatique, qui est un nouveau calibre qui est présent dans les Nautilus depuis 2019. Il est nouveau parce que, évidemment, comme toutes les manufactures, ils cherchent toujours à améliorer les performances du calibre. Et là, notamment, c'est le système de remontage qui a été amélioré et qui se démarque par rapport à l'ancien avec sa fonction stop seconde qui permet une mise à l'heure à la seconde près si on souhaite le faire. Bon, les mises à l'heure à la seconde près sur la précision des montres maintenant qu'il y a tous les équipements digitaux pour avoir aussi l'heure très exacte, c'est peut-être un peu moins prisé qu'auparavant. Bon, le fond vert saphir permet d'admirer une architecture qui, comme toujours, est très raffinée chez Patek Philippe, puisque le patron de la manufacture tient particulièrement et casse les pieds à toutes ses équipes d'ingénieurs pour que la beauté du calibre, malgré qu'il soit invisible, puisque quand on la porte au poignet on ne le voit pas, soit aussi soignée que la beauté générale de la montre. C'est aussi une des caractéristiques de Patek Philippe, c'est la grande tradition de Patek Philippe. Bon, alors voilà, évidemment, cette montre, elle est magnifique. D'ailleurs, cette montre, si vous la voulez, vous aurez beaucoup de difficultés à vous la procurer parce qu'elle est déjà très recherchée et c'est un objet de convoitise des spéculateurs horlogers, comme je les appelle. Ceux qui achètent des montres, qui ne les portent jamais et qui les mettent dans un coffre en attendant que la cote elle monte. C'est aussi bête et c'est aussi idiot que ceux qui filment les voitures de collection en attendant qu'elles montent. Parce qu'en attendant, il y en a qui veulent l'acheter, qui veulent la porter. Donc, messieurs les spéculateurs, si vous voulez, laissez les vrais amateurs porter les montres et se donner le moyen de les acheter. Donc voilà, une petite merveille de Patek Philippe, la Nautilus, objet emblématique, on pourra en parler pendant des heures. Et c'est vrai qu'il y a aussi des Nautilus à complications chez Patek qui valent le détour. Alors maintenant, on va passer à une
une autre montre également assez rare, puisque le seul exemplaire, m'a-t-on dit, qui reste en France, ou en tout cas qui reste dans la boutique Piaget, il est sur le plateau. D'ailleurs, si ça se trouve, quand l'émission passera, il sera déjà vendu. Donc c'est la Polo Piaget cadran vert. Alors la Polo Piaget cadran vert, vous savez, la Polo Piaget, on en a parlé dans l'émission qu'on a fait sur les squelettes, parce qu'ils viennent de sortir une très belle Polo squelette. Mais là, la fond vert, on peut pas parler des montres fond vert sans évoquer la Polo Piaget. Pourquoi? Parce qu'elle est un peu dans le même esprit que la Audemars Piguet et que la Patek Philippe. C'est une montre acier, fond vert, 3 aiguilles date, comme on dit, et qui alterne aussi les surfaces polies, satinées. D'ailleurs, elles ont quelques points de ressemblance, on peut dire. Donc c'est vraiment après, dans le design, c'est vous qui décidez si vous êtes plus sur un cadran octogonal, plus sur un cadran hublot, plus sur un cadran rond avec un coussin à l'intérieur, ce qui est le cas de la Polo Piaget. Vous préférez les aiguilles en or rose. D'ailleurs, c'est parce que les aiguilles sont en or que cette montre est plus chère que les modèles avec fond bleu ou fond noir. C'est aussi parce qu'elle est limitée à 888 exemplaires. Alors, édition limitée, mais pas numérotée. Et moi, je sais que quand j'achète des montres, j'aime bien choisir un numéro. Je choisis évidemment toujours le numéro 69, en hommage évidemment à Serge Gainsbourg. Écoutez. Là, il n'y a pas de numéro, mais c'est pas grave, 888 exemplaires, donc vous serez un des 888 heureux propriétaires de cette montre-là. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire sur ce calibre Piaget? Bon, 2-3 petites choses un peu rapides. D'abord, c'est le calibre 1110P de chez Piaget, qui est un calibre de manufacture, évidemment, un calibre automatique. D'ailleurs, on voit la masse oscillante est gravée du blason Piaget. Et puis surtout, c'est un calibre qui est décoré Côte de Genève, et puis avec des platines perlées. Donc ça, c'est quand même très sympa. Et quand on le retourne, il est de toute beauté. Alors bon, pour finir avec cette Piaget, petit détail un peu de design et d'association de couleurs, il est vrai que l'or et le vert, ça va plutôt bien ensemble, donc ça fait quelque chose d'assez joli à regarder. Comme je l'ai annoncé au début de l'émission, nous avons également des montres Rolex, on a la chance d'en avoir deux qui nous ont été prêtées par les manufactures, une avec un cadran vert en émail et l'autre avec un cadran travaillé qui est la nouveauté de l'année. Parlons donc maintenant de cette nouvelle Rolex qui vient de sortir et qui a été présentée à l'occasion du salon Watch & Wonder. D'ailleurs, il y a plusieurs cadrans un peu travaillés comme ça qui ont été présentés. Là, on a choisi le vert, qui est un motif palmier, parce qu'on était dans la série des montres vertes. Donc, il faut savoir que la Datejust est une montre un peu iconique et emblématique chez Rolex, parce que, au dire de la manufacture, et certains diront toujours le contraire, parce qu'on trouvera toujours dans les archives des informations, des plans ou des prototypes, elle est annoncée comme étant la première, si ce n'est une des premières montres étanches. Donc ça, avec le fameux boîtier Oyster qui a tiré ce nom-là, parce que avec la pression, le boîtier, vous voyez, comme une huître se ferme et se compresse. Donc c'était une idée de génie encore de Hans Wilsdorf, le fondateur de la maison Rolex, que d'appeler ces montres Oyster parce que c'était tout de suite très imaginatif. Donc qu'est-ce qu'elle a cette montre Rolex? Bon, un cadran magnifique décoré palmier. Évidemment, la loupe Cyclope qui grossit la date, qui était aussi une invention et qui caractérise les Rolex. En ce moment, c'est la mode des montres vintage. La plus vintage des vintage, c'est Rolex. Parce que au fil des années, bien sûr, elles subissent des petits liftings de temps en temps. On affine une corne ici, on change un bracelet là, mais l'esprit de la marque est toujours là. Souvent, j'aime dire qu'avec une Rolex, qui plus est avec une Datejust, c'est un peu comme une Porsche 911. Ça veut dire, vous voyez, elle évolue dans le temps, mais ça reste un design iconique. Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur maintenant de cette montre? Il n'y a pas de fond saphir sur les Rolex, donc on ne peut pas vous le montrer, mais en tout cas, on peut vous raconter un peu l'histoire pendant qu'on fait un petit focus sur le cadran palmier. Donc cette Datejust 36 est équipée du calibre 32-35, qui est un mouvement très avant-gardiste avec une technologie très avancée, avec un échappement chronergie, c'est pas facile à dire, qui est insensible au magnétisme et qui a un rendement vraiment terrible pour le calibre. Et son spiral parachrome est 10 fois plus précis qu'un spiral traditionnel, notamment en cas de choc. Elle a 70 heures de réserve de marche et, comme la majorité des Rolex, elle est étanche à 100 mètres. Comme toutes les Rolex, elle bénéficie aussi de la certification chronomètre superlatif. Chronomètre superlatif, c'est quoi? C'est qu'avant, toutes les Rolex étaient passées au COSC, le contrôle officiel suisse des chronomètres. Mais le chronomètre superlatif, ça veut dire qu'elle subit des tests encore plus drastiques chez Rolex qui assurent une précision de -2 à +2 secondes par jour. Il faut pas croire, c'est un exploit. Évidemment, si on compare au quartz, d'ailleurs, vous avez vu l'émission Swatch contre Rolex? Le quartz contre le mécanique, c'était une de mes premières émissions, je vous invite à aller la voir. Donc c'est vrai que comparé au quartz, -2, +2 secondes par jour, c'est pas terrible, mais pour une montre mécanique, c'est juste extraordinaire. Donc voilà,
C'est la Rolex Palmier, moi je l'appelle Palmier, mais ils n'aiment pas qu'on donne des surnoms chez Rolex, et qui est une montre à fond vert, donc très dans la tendance. Et puisqu'on est dans les fonds verts, j'ai demandé à Rolex de nous prêter également celle qu'ils ont présentée l'année dernière, qui est la collection avec les fonds émaillés. Alors les fonds émaillés, ils sont d'une régularité qui est vraiment très sympa. D'ailleurs, on dit que tous les employés de chez Rolex ont le sang vert. Donc là, un fond vert magnifique. Mais dans cette série-là, ce qui est amusant, c'est de savoir que celle que tout le monde recherche et qui a une grande cote, c'est celle qui a un bleu turquoise, une sorte de bleu Tiffany. Alors un bleu Tiffany chez Rolex, c'est une aberration. Ah oui, mais peut-être il faut se rappeler, je crois, que Rolex faisait des montres Tiffany, que Rolex faisait des montres pour Tiffany, et qu'elles sont d'ailleurs très recherchées. Donc, vous voyez, c'est un petit peu un clin d'œil. Donc voilà, les deux montres Rolex. Donc il y en a une qui est évidemment un tout petit peu plus grande que l'autre, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que Rolex, sur certains modèles, a réduit un peu ses diamètres cette année. Est-ce pour anticiper une tendance qui est en train d'arriver, ou maintenant on va dégenrer les montres? Il faut savoir que par exemple, le revendeur Watchfinder, en Angleterre, ne dit plus une montre homme ou une montre femme. Ça n'existe plus. Il ne donne que des diamètres de boîtier. Donc on est un peu dans une rupture avec la montre homme, la montre femme. Bon, je ne me vois pas dès demain porter une montre avec plein de diamants. Hein. Mais au Moyen-Orient, oui, pourquoi pas. En Chine, ils le font aussi. Aux États-Unis aussi, d'ailleurs. Il n'est pas rare de voir des hommes porter des Rolex tout or jaune avec une lunette diamant. Bon, en France, c'est pas encore vraiment la mode. Donc voilà, pour finir avec Rolex, deux montres Rolex fond vert qui sont sympas et qui méritent l'attention. Alors pour finir cette émission, le kiwi sur le gâteau, évidemment, le clin d'œil à mon ami Romain Lannery, dont vous avez vu tous l'émission qu'on a fait sur sa collection. Et dans sa collection, il y avait quoi? Une montre qu'il adore, sa Tag Heuer Grand Prix historique Monaco. Le modèle 2020, le fond rouge. Et pourquoi il aime cette montre? Parce qu'il ne faut pas oublier que Romain, il est monégasque. Il est né sur le rocher. Voilà Romain. Maintenant, elle existe en verre. En tout cas, il y a un truc qui peut être sympa, c'est de faire une collection dans la collection. Ça veut dire que vous pouvez vous dire, tiens, je vais faire une collection des Monaco Tag Heuer. Et je vais prendre l'original, la fond bleu, je vais prendre la rouge, je vais prendre la verte. Je vous signale qu'elle existe aussi en noir. Et que comme ça vous permet d'avoir toujours la même montre que vous adorez et de pouvoir, et ça c'est chic, coordonner le bracelet en fonction de votre tenue, de vos baskets. Ou alors, si vous êtes collectionneur de Porsche, vous pouvez aussi coordonner avec la couleur de votre Porsche. Si je dis Porsche, c'est pas par hasard, c'est parce que Tag Heuer a fait cette année un partenariat avec Porsche. Donc Porsche rouge, Monaco rouge, Porsche verte, Monaco vert. À vous de choisir après, cabriolet, Targa, Carrera S, Turbo, ce que vous voulez. Revenons un peu sur le vif du sujet, donc sur la montre. Donc qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de cette montre? Évidemment, il y a le calibre ER02. Et qu'est-ce qu'on peut dire sur ce calibre? Bah écoutez, regardez-le derrière. Vous allez bien les loulous? J'ai parlé de toi. C'est la Monaco historique, mais de cette année. Mais je la trouve magnifique, t'as vu, avec l'ombre verte foncée au milieu, c'est validé. Bon, je ne vais pas non plus faire une tartine sur la Tag Heuer Monaco, parce qu'on en parle souvent, vous commencez à la connaître, vous savez que c'est Steve McQueen, c'est au poignet de Steve McQueen qu'elle est dans le film Le Mans, c'est là où on a commencé à faire un petit peu sa réputation. Parce qu'en fin de compte, cette montre était portée par Joe Siffer, qui était le pilote dont s'inspirait Steve McQueen dans le film. C'est pour ça qu'il lui a pris cette montre. Tiens, et puis petite anecdote dont je n'ai jamais parlé, il faut savoir que le film Le Mans, quand il est sorti, ça a été un échec commercial retentissant. Steve McQueen a perdu une fortune avec ce film, alors qu'aujourd'hui, il est considéré comme un des meilleurs films parlant de la compétition automobile. Donc voilà, il aurait été content de le savoir, je pense, aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on peut dire sur cette montre? On l'aime, évidemment. C'est toujours bien de faire une petite critique, et sur celle-là, on peut en faire une. Ça veut dire que sur la montre rouge de Romain, vous verrez, dans l'émission qu'on a fait sur la collection de Romain, il y a marqué au dos Grand Prix ou Monaco Grand Prix historique. Là, l'inscription n'est pas marquée au dos. Alors, je suppose que s'ils ne l'ont pas marqué, c'est pour permettre aux gens de mieux voir le calibre. Ok, ça on l'accepte, c'est bien, ok, pourquoi pas. Mais alors, comme c'est une édition numérotée à 500 exemplaires, pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas mis le nombre d'exemplaires sur le dos du boîtier et le numéro de l'exemplaire? Parce que ça, c'est quelque chose quand même qui donne de la valeur à une montre. Parce que là, à l'arrière du boîtier, c'est un arrière de boîtier d'une Monaco basique. Donc ça, c'est un peu idiot. Mais sinon, à part ça, montre verte, parfaite. Oh, je pense que de toute façon, cette montre-là, quoi qu'il arrive et quelle que soit sa couleur, quand elle est arrêtée, elle vous donnera l'heure 2 fois par jour. À tout à l'heure.